Salut à tous! Dernièrement, vous m'avez posé beaucoup de questions, que ce soit via Instagram ou les commentaires YouTube, sur l'univers de la course à pied, la théorie, la pratique, que ce soit de l'entraînement, la nutrition, la compétition, le matériel, bref, l'intégralité des questions que l'on peut se poser quand on débute la course à pied. Donc j'ai essayé au maximum d'y répondre à tout un chacun en commentaire, et finalement je me suis dit que le plus simple était de vous faire une vidéo à ce niveau-là, pour que tout le monde ait accès à ces infos. Alors si toi aussi tu débutes la course à pied, que tu souhaites avoir le maximum d'informations pour bien commencer sur de bonnes bases, cette vidéo est faite pour toi. Les réponses aux 9 questions que l'on se pose le plus en course à pied quand on est débutant, c'est maintenant. Marie, 35 ans, qui commence la course à pied, et sa question est la suivante. Je suis débutante, je ne sais pas combien de kilomètres je dois courir par jour et par sortie, je ne veux pas en faire trop et surtout ne pas me décourager. Que me conseilles-tu? Marie, merci pour ta question. Ce que je t'invite bien sûr dans un premier temps, c'est de débuter tout en douceur, bien à l'écoute de ton corps. Pour ce qui est des distances, ça va être relativement court dans un premier temps. Ce que je t'invite à faire, c'est ne pas compter les kilomètres, mais plutôt compter le volume horaire, donc plutôt compter les minutes de sortie plus que la distance. Comme ça ne te poussera pas à courir trop vite, mais surtout à courir plutôt une durée qu'une distance. Pour ce qui est de la durée, ça va clairement dépendre de ce qui est de ton passé sportif des dernières années. Si tu avais déjà une pratique sportive type handball et que tu es habitué à courir, alors pour toi, on va pouvoir commencer rapidement avec des 20, 25, 30 minutes dans les premières semaines sans souci. A l'inverse, si tu sors d'une grande période de sédentarité, il sera raisonnable de commencer par une alternance marche-course, de manière courte, un petit peu frustrante, je te l'accorde, mais qui sera la base de ta pratique future. Et une fois seulement que tu seras capable, en plusieurs semaines, de courir ne serait-ce que 20-25 minutes, sans t'essouffler, sans douleur et de manière agréable, alors là, on pourra se projeter sur un petit peu plus de distance. Thomas, 28 ans, qui se lance dans la course à pied, et sa question est la suivante. Je suis motivé, je ne veux pas me blesser, mais j'ai très envie de progresser le plus vite possible. Combien de fois par semaine je dois courir pour progresser? Eh bien Thomas, enchanté, ce que je t'invite à faire pour optimiser ton envie et ta volonté d'aller vite, en minimisant malgré tout le risque d'être écœuré et de te blesser bien sûr, c'est de courir 3 fois par semaine. Ça me paraît être le rythme idéal. Comme ça te laisse plus de jours de repos que de jours de charge en course à pied, ce qui va permettre dans un premier temps déjà à ton corps de s'habituer. Attention, on parle de fréquence, mais le contenu de tes séances va être important. Jog fondamental, endurance fondamentale, quelques toutes petites accélérations, des 30-30, un petit peu de VMA de manière légère, au moins 2 séances très cool par semaine et une séance de qualité. Petite qualité, ne cherche pas pour l'instant à faire des sorties longues, ce n'est pas le sujet si tu commences. Une fois que tu auras ces 3 séances par semaine et qu'elles passeront facilement, que tu ne créeras pas de fatigue de semaine en semaine, alors là, ce que je t'invite à faire, c'est de faire un mode 3+1, c'est de ne pas passer à 3 par semaine, puis à 4 par semaine, parce que le passage de 3 à 4 est toujours un peu périlleux, puisque ça t'impose d'enchaîner 2 jours d'affilée. Donc le 3+1, ça veut dire 3 séances de manière fixe dans l'agenda, et le +1, c'est un petit jog, court et facile, bonus. Ce bonus, tu ne le feras que si tu as envie de le faire, et si tu te sens pas trop fatigué pour le faire. À ce moment-là, au bout de quelques semaines, le 3+1 deviendra donc un 4 strict, et cette fois-ci, tu auras 4 séances par semaine. Léa, 40 ans, qui a peur de se blesser. Alors, sa question est la suivante. J'entends souvent parler de blessures comme les tendinites ou les entorses. Comment puis-je les éviter en courant? Alors Léa, si on avait la réponse à cette question, évidemment qu'on n'aurait plus de blessés en course à pied. Et crois-moi, pour être kiné ostéo, des blessés en course à pied, il y en a beaucoup. Alors je vais quand même dissocier 2 choses dans ta question. Tu parles de tendinite, inflammation des tendons, très courant en course à pied, essuie-glace, tendinite d'Achille, pas de doigt, il y en a plein d'autres. Et tu parles d'entorse. L'entorse, c'est traumatique. Si tu pratiques la course à pied sur route, les entorses, c'est relativement rare. Si tu fais du trail, elles sont plus fréquentes. Pour minimiser le risque d'entorse, il faut faire de la proprioception, c'est-à-dire qu'il faut travailler l'équilibre de ta cheville. Mais globalement, le vrai problème en course à pied, c'est surtout les tendinites, et notamment chez les coureurs débutants, ou ceux qui augmentent de manière trop rapide. Et oui, vous m'avez bien entendu. Donc, ce que je t'invite à faire pour minimiser les tendinites, 2 axes importants, renforcement musculaire en préventif, et bien sûr, soigner ta récupération pour que ton corps assimile la charge sans jamais être trop fatigué, puisque c'est la charge non assimilée qui à terme te créera des pathologies. Julien, 30 ans, n'arrive pas à trouver le bon rythme en course à pied. Sa question est la suivante. Hello Clément, merci pour ce que tu fais et la qualité de ton contenu. Parfois, quand je cours, je finis complètement épuisé. D'autres fois, j'ai l'impression de ne pas courir assez vite. Comment trouver et surtout comment savoir si je suis à la bonne allure? Julien, merci pour ta question. Globalement, ce que je peux te dire, c'est que, selon le thème de ta séance, ton état à la fin ne doit pas être le même. Pour faire simple, quand tu cours un jogging fondamental, une endurance fondamentale, bref, une sortie facile, tu dois être capable de commencer ta sortie et de la finir avec
quasiment le même niveau d'énergie. Une sortie en endurance fondamentale se doit d'être facile, puisque le principe de cette sortie est uniquement d'ajouter du volume kilométrique sans te fatiguer. Puisqu'on le sait, c'est le volume kilométrique qui détermine ta progression d'année en année. Donc, sur ces sorties-là, tu dois finir de manière très relaxe, pas fatigué. À l'inverse, sur les séances de qualité, type VMA, seuil, sortie longue et tout ce qui est spécifique, bien sûr qu'à la fin de ta séance, tu seras plus fatigué qu'au début. Mais là, la sensation que tu dois maîtriser, c'est une notion de fatigue relative. Être dans la fatigue, c'est cohérent, tu as fait une grosse séance. Si tu es épuisé, c'est que clairement, tu étais au-delà de l'intensité demandée. Et alors là, tu peux te référer à la fréquence cardiaque quand tu cours, et également à ton RPE, ce qu'on appelle le Rated Perceived Exertion, c'est ton ressenti de l'effort de 1 à 10. Surveille également ta fréquence cardiaque le matin. Si elle a une tendance à augmenter, ça veut dire que ta fréquence cardiaque de repos a une tendance à augmenter, c'est que petit à petit tu accentues ta fatigue et à ce moment-là, lève le pied. Nicolas, 26 ans, qui ne sait pas quelle chaussure choisir. Et sa question est la suivante. Clément, merci pour ton contenu, je suis perdu avec tous les modèles de chaussures en course à pied, comment choisir les bonnes? Alors, ça, Nicolas, j'ai envie de te dire, ça dépend de pas mal de critères. La première chose que je peux te donner comme critère, c'est que le choix du type de chaussure, donc type, on parle de minimaliste vers maximaliste, donc c'est une échelle, va impacter la manière dont tu cours. Ça veut dire que globalement, je t'invite à avoir une chaussure qui n'a pas trop de renfort, qui n'est pas trop lourde, qui n'a pas une trop grosse épaisseur de semelle, pour que tu puisses développer une technique de course à pied physiologique. Une fois que ça c'est dit, il va falloir que tu choisisses la marque et le type de chaussure à l'intérieur même de ta marque. Donc pour ce qui est du choix de la marque, c'est une histoire de goût, de marketing et de sensation quand tu enfiles la chaussure. Globalement, si tu es bien chez une marque, ne change pas, il n'y a pas d'intérêt d'aller voir ailleurs si tu as choisi la bonne marque en considérant que le fit de chaque chaussure par marque est globalement le même. Une fois que tu as choisi cette marque, il s'agit à l'intérieur de cette marque de choisir ta gamme de chaussures. Donc tu as les chaussures typées compétition, tu as les chaussures typées récup, et à l'intérieur tu as tout un spectre. Si tu es un coureur plutôt débutant, je t'invite à prendre une chaussure dite intermédiaire qui te permettra de toucher à tout type de pratique avec une seule chaussure. À titre d'exemple, moi j'aime courir chez Nike, donc chez Nike on a par exemple l'Invincible qui est la chaussure récup, Alphafly, Vaporfly, Strakefly pour les chaussures compétition. Et au milieu, tu as les Pegasus Turbo, les Pegasus, je crois qu'on est à la 42, qui sont des chaussures intermédiaires. Donc si tu es chez Nike, c'est ce que je t'invite à prendre. Et tu as la même chose chez Adidas, Asics et tous les autres. Clara, 29 ans, qui s'inquiète de la nutrition avant et après sa course. Sa question est la suivante, je ne sais pas quoi manger avant de courir, et est-ce que je dois manger quelque chose de spécifique après pour bien récupérer? Alors, oui, Clara, tu fais bien de te poser cette question parce qu'en effet, la nutrition est juste essentielle à ta progression et ta récupération. Pour faire simple, Clara, je te dirais que avant ta course, tu dois avoir un apport suffisant qui va te permettre d'assumer les demandes énergétiques de ton entraînement. Si ton entraînement, c'est un petit jog court, dans ces cas-là, ne te prends pas la tête, tu pourrais presque même y aller à jeun que ça n'aurait pas d'impact. Par contre, si c'est une séance difficile et relativement longue, alors, tu dois avoir rechargé tes batteries nutritives avant de partir. Ne mange pas juste avant, bien sûr, pour que tu aies le temps de digérer, mais globalement, si c'est à distance d'un repas, tu prends donc un repas équilibré au moins 2 heures avant. Si c'est à mi-chemin dans ta journée, par exemple à 16 heures, eh bien à 15 heures, tu peux très bien manger un fromage blanc, un fruit, quelques fruits secs, et c'est parti, tu attaques ta séance. Une fois que cette séance est faite, juste après ta séance, tu as ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. C'est une fenêtre qui est ouverte et qui se referme vite. Ça veut dire que globalement, dans la demi-heure ou l'heure, tu dois avoir mangé de manière diversifiée pour récupérer les glucides dans un premier temps, tous tes minéraux, tes protéines pour vite te reconstituer et être capable de te réentraîner par la suite en ayant bien assimilé ton entraînement. Romain, 24 ans, voudrait courir plus longtemps. Et sa question est la suivante. Je me fatigue rapidement, comment pourrais-je courir plus longtemps sans m'arrêter? Bon, Romain, encore une fois, je vais te donner une réponse qui va pas être une réponse magique, puisqu'il n'y a pas de réponse magique à cette question-là, ce serait trop facile. Il y a un grand principe de base au niveau de l'organisme. Ton corps ne sera jamais capable de faire quelque chose que tu ne lui as pas demandé régulièrement. Pour faire simple, si ton objectif c'est de courir plus longtemps, donc j'entends par là pas forcément vite, mais juste longtemps, eh bien, tu dois avoir un focus dans ta pratique d'endurance. Ne cherche pas la vitesse. Pour développer ton endurance, tu dois avoir plusieurs critères de maîtrise. Tu dois avoir une endurance musculaire, et donc là c'est ton renforcement musculaire. Tu dois également avoir une stratégie nutritive qui te permet d'avoir des apports réguliers tout au long de ta course. Tu dois dans un premier temps accepter de ralentir ton allure de manière drastique, je ne sais pas à quelle vitesse tu cours, mais tu dois te mettre vraiment à un niveau de vitesse lent qui te permettra de durer plus longtemps. C'est le rythme facile, le rythme efficient comme on l'appelle, c'est ce rythme qui te permet d'avoir une très faible dépense d'énergie et de durer presque de manière
infini. Une fois que tu as trouvé ce rythme, eh bien gentiment, de semaine en semaine, tu iras développer un peu plus de volume, tes sorties longues vont gentiment s'accentuer. Malgré tout, tu dois avoir des semaines d'assimilation à l'intérieur de ton plan, sinon tu risques d'aller à la blessure. Et une fois que tu appliqueras ces consignes, petit à petit, ton endurance va s'améliorer. Julie, 33 ans, a du mal à respirer en courant. Alors ça, c'est une question régulière qu'on me pose assez souvent. Sa question est la suivante. Hello Clément, merci de prendre le temps de répondre à ma question. Je m'essouffle rapidement quand je cours, surtout quand je commence à courir, et notamment quand je cours plus vite. Comment puis-je mieux gérer ma respiration? Alors, Julie, ce que je peux t'inviter à faire, c'est dans un premier temps, essayer de manière consciente de travailler cette respiration. Chez les coureurs chevronnés et habitués, la respiration, elle est inconsciente et elle est automatique. On n'a pas besoin de réfléchir à comment on respire, ça se fait de manière automatique. Et mieux, ça s'adapte à l'allure de manière directe. Donc aucun coureur de bon niveau ne se dit « je dois accélérer ma respiration ». Non, tout ça c'est automatique. Le problème chez les coureurs plutôt débutants, c'est que ces automatismes ne se mettent pas en place tout de suite. Et donc les coureurs débutants, dès qu'ils accélèrent, dès qu'ils changent d'allure, la respiration ne s'adaptant pas au même niveau, eh bien il y a des décalages qui leur rendent la course à pied assez désagréable. Ils s'essoufflent, ils ont des points de côté, bref, ça devient très désagréable. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens arrêtent de courir. Donc ton rôle pour créer les automatismes, c'est de consciemment faire des exercices de respiration quand tu cours, de chercher à avoir un rythme correct. Donc tu peux chercher le rythme de 1, qui est bien connu, 2 inspirations nasales, une expiration buccale, mais tu peux aussi chercher à avoir un rythme dépendant de tes pas, ou également faire des exercices qu'on appelle d'apnée en courant, ça veut dire que tu bloques ta respiration pendant une poignée de secondes, puis tu re-respires pendant quelques secondes et tu répètes ça. De cette manière-là, tu vas conscientiser ta respiration, puis par la pratique et bien sûr, encore une fois, par l'expérience, comme toujours, ta respiration va devenir beaucoup plus fluide et tu ne te poseras plus ces questions-là. Je peux également te donner comme conseil, Julie, probablement de courir de manière un peu plus relâchée. C'est souvent le fait d'être crispé, notamment au niveau des épaules, qui va limiter l'ampliation de ta cage thoracique et donc te donner des difficultés à respirer. Pierre, 33 ans, se décourage un peu et il me demande « Je cours depuis plusieurs mois maintenant, mais je ne vois pas encore de grands changements. Combien de temps faut-il pour progresser ?» Alors, Pierre, il faut peu de temps pour progresser un petit peu et beaucoup de temps pour beaucoup progresser. Ça, c'est évident. Si tu es un néo-coureur et que donc tu as 37 ans, que tu cours depuis plusieurs mois, tu dois avoir déjà progressé. Après, ta progression va forcément dépendre de ton investissement et de ce que tu as fait à l'intérieur de ta préparation. Il est vrai que si tu ne t'entraînes pas bien et que tu t'entraînes de manière anarchique, tu as sans doute assez peu de progression. Et voire même parfois, si tu t'entraînes mal, tu peux même un petit peu régresser. D'où l'intérêt, bien sûr, d'avoir quelqu'un qui gère ta progression. Dans tous les cas, Pierre, une fois que tu commences à courir de manière un peu plus intelligente, bien sûr que tu vas progresser. Mais ça, il faut que tu puisses le mesurer. Et pour mesurer ta progression, tu dois te fier à des critères précis et objectifs. Ou tu as fait un 10 km, c'est ta distance classique, c'est celle que tu maîtrises le mieux, et tu en fais régulièrement, et à ce moment-là, tu verras que tu t'améliores. Ou sinon, tu peux avoir cette boucle autour de chez toi, que tu fais en endurance fondamentale, et être capable de la courir plus vite, à fréquence cardiaque équivalente. Puisque la courir plus vite, si tu t'es investi plus, c'est pas un signe de progression. Mais si, pour la même fréquence cardiaque, et donc la même intensité d'effort, tu cours plus vite, évidemment, c'est que tu progresses. Et puis bien sûr, tu peux te tester sur des séances dites clés, spécifiques, les faire de manière régulière, tous les 4 mois, 8 mois, 12 mois, pour juger un petit peu de ton niveau de forme. À titre personnel, globalement, quand je démarre ma saison de trail, je vais toujours faire la même montée qui fait 300 mètres de dénivelé positif, je la fais le plus vite possible, je regarde mon chrono en haut, et globalement, ça me donne à peu près mon niveau de forme du moment. C'est la manière la plus précise pour moi de voir si j'ai progressé, ou du moins de juger de mon état de forme. J'espère que tu auras trouvé le maximum de réponses à tes questions et que cette vidéo t'aura plu. Et si tu souhaites aller encore plus loin, le lien du coaching est en bio. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en réaliserai d'autres. N'hésite pas d'ailleurs si tu as des questions pour la prochaine vidéo. J'essaierai probablement de faire une vidéo cette fois-ci typée plutôt coureur confirmé et performant. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.